Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Dans l'épisode précédent, nous avons posé une base essentielle. Les datas ne sont que des signaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central, souvent mal compris, parfois simplifié à l'extrême, les zones d'entraînement. Zone 1, 2, 3, 4, 5, on en parle partout. Mais peu de sportifs savent réellement ce que ces zones représentent physiologiquement. Aujourd'hui, on va parler des seuils ventilatoires, du métabolisme énergétique et de ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous changez d'intensité. Une zone d'entraînement n'est pas un pourcentage de fréquence cardiaque, c'est une transition métabolique. Votre corps fonctionne principalement avec deux grandes sources d'énergie, les lipides et les glucides. À faible intensité, l'organisme privilégie l'oxydation lipidique. À mesure que l'intensité augmente, la contribution glucidique devient dominante. Entre ces deux états, il existe des points de bascule. Ces deux points s'appellent le seuil ventilatoire 1, SV1, et le seuil ventilatoire 2, SV2. Le premier seuil ventilatoire correspond au moment où la ventilation commence à augmenter de manière disproportionnée par rapport à l'oxygène consommé. Concrètement, cela signifie que votre corps commence à produire plus de lactate qu'au repos, mais il est encore capable de le recycler efficacement. C'est la fameuse zone 2. Physiologiquement, c'est là que les mitochondries se développent, l'efficacité énergétique augmente, la capacité à utiliser les graisses s'améliore et l'endurance fondamentale se construit. Chez un triathlète longue distance, cette zone est capitale. Chez un trailer, elle conditionne la résistance, donc la capacité à endurer la fatigue, sur terrain long. Chez une personne en perte de poids, elle améliore la flexibilité métabolique. Mais attention, chez une personne en situation d'obésité, la zone lipidique peut se situer à une intensité différente de celle estimée par les formules classiques. Un 60% théorique de fréquence cardiaque max n'a aucun sens sans individualisation. Le second seuil ventilatoire correspond à une augmentation importante de la ventilation liée à l'accumulation de lactate. C'est la frontière entre l'effort soutenable et l'effort difficilement durable. Au-delà, l'acidose augmente, la contribution glucidique devient massive et la fatigue s'accélère. Chez un triathlète courte distance, c'est un levier de performance. Chez un marathonien, c'est un repère stratégique. Et chez un sportif en reprise, s'entraîner trop souvent au-dessus de ce seuil est une erreur classique. Beaucoup d'athlètes amateurs s'entraînent en zone intermédiaire, ni assez bas pour développer la base, ni assez haut pour stimuler fortement. Résultat, fatigue chronique, progression stagnante, sensation de toujours travailler dur. Physiologiquement, cette zone intermédiaire sollicite les glucides sans développer pleinement la capacité mitochondriale. C'est la zone fatigante mais peu adaptative. Chez la femme, les seuils peuvent varier selon le cycle hormonal. En phase folliculaire, on a une meilleure tolérance à l'intensité, une meilleure récupération et une meilleure utilisation des glucides. Pour rappel, la phase folliculaire, c'est avant l'ovulation. La phase lutéale, cette fois-ci, après l'ovulation, la température corporelle est plus élevée, la fréquence cardiaque légèrement plus haute et l'oxydation lipidique parfois modifiée. Les zones calculées en laboratoire peuvent donc fluctuer légèrement au fil du cycle. Ne pas en tenir compte, c'est mal interpréter les datas. Et en périménopause, la modification de la sensibilité à l'insuline, la variabilité plus importante et la récupération parfois plus lente, c'est ainsi que les seuils doivent être contextualisés. C'est essentiel. Beaucoup pensent que s'entraîner en zone lipidique suffit pour perdre du poids. Eh bien, c'est bien plus complexe. La zone basse intensité favorise l'oxydation des graisses pendant l'effort. Mais la perte de poids dépend de l'équilibre énergétique global. Chez une personne en surpoids, la mécanique du mouvement augmente le coût énergétique. La fréquence cardiaque monte plus vite et la fatigue périphérique apparaît plus tôt. Si on impose une intensité trop élevée, on augmente le stress sans améliorer l'adaptation. Et la priorité devient
la progressivité, le volume contrôlé, l'amélioration mitochondriale et la cohérence nutritionnelle. Mais peut-on estimer ces seuils sans test ventilatoire? Alors oui, partiellement. Les indicateurs simples sont la capacité à parler en phase complète, c'est-à-dire en SV1, la difficulté à maintenir une conversation quand on est proche de SV2, et la sensation de bascule nette vers un effort exigeant. Mais le laboratoire apporte une précision que le terrain ne donne pas toujours. Chez OD Academy, on combine les tests ventilatoires sur tapis ou en extérieur avec l'analyse de terrain, la data des montres et le ressenti. La donnée n'est jamais isolée. Les zones ne sont pas des cases, elles représentent des adaptations physiologiques. S'entraîner dans la bonne zone ne signifie pas s'entraîner doucement, cela signifie s'entraîner intelligemment. La performance durable repose donc sur une base aérobie solide, une gestion stratégique des intensités et une individualisation constante. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de la fréquence cardiaque comme indicateur imparfait de la dérive cardiaque et des erreurs d'interprétation les plus fréquentes. Parce que comprendre les seuils, c'est comprendre le moteur. Et comprendre le moteur, c'est maîtriser l'entraînement. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.